Bonjour messieurs, aujourd'hui nous travaillons sur le glossaire et sur un mot très particulier du glossaire puisqu'il s'agit du mot définition. Nous allons essayer de définir le mot définition, un mot premier s'il en est puisque tout glossaire, tout dictionnaire justement repose sur un ensemble de définitions. Donc déjà poser ce terme est tout à fait pertinent. Alors, qui veut commencer, messieurs, dans cette exposé? Allez, Jean-Charles, lance-toi. Ah oui? Ah bon, vous voulez que je commence? On a été en retard. Ok. Alors, je vais y aller. J'étais en train de réviser un peu ce que j'avais écrit. Alors, donc, je suis parti de description. La définition est tout simplement, pour moi, la description du sens d'un mot. Puis pendant un temps, je me suis dit, je vais me satisfaire de ça, c'est très bien, etc. Et puis je me suis dit, peut-être qu'il faudrait définir sens et mot, par exemple. Bon, description, c'est pas trop difficile quand même. On comprend que c'est un acte pour explorer quelque chose. Bon, voilà, et le faire savoir. Donc, le sens d'un mot. Le sens d'un mot, le mot étant le signifiant et se rapportant à un signifié. Donc déjà, je circonscris le sens, le mot. Le mot est étant le signifiant d'un signifié. Bon, on connaît tout ça. Ensuite, le sens du mot est la relation entre le signifié et le signifiant. Voilà, donc on a ce sens qui est une espèce de relation entre l'objet qu'on a devant soi et la façon qu'on a de le désigner. Et ensuite, on décrit le sens du mot. La description du sens d'un mot explicite et explore la relation entre le signifié et le signifiant. Dans le cas d'un objet simple, le signifié et le signifiant sont en relation directe, simple, sans équivoque. Plus le mot se réfère à un objet technique, à une notion complexe ou à un concept, une abstraction, plus la relation entre le signifié et le signifiant est complexe et donc toute la description du sens d'un mot devient complexe, lourde, conséquente, fouillée, etc. La description stricto sensu peut être avantageusement complétée par les caractéristiques physiques, l'utilité, le rôle du signifié dans son contexte de prédilection ou par une mise en contexte au moyen d'exemples. Bon, ça c'est. Ensuite, l'attribution d'un signifiant à un signifié, c'est-à-dire quelques signes, des lettres égrenées dans un langage, qui est lui-même un écosystème de signifiants, est un encodage tendant à l'abstraction de tout ce qui est et de tout ce qui est éprouvé afin d'être lisible par le cerveau, qui est le récepteur et le traducteur mental. Alors, on peut utiliser le mot cerveau, mais bien d'autres choses. Mais enfin, voilà. Donc, l'attribution d'un signifiant à un signifiant, c'est un encodage. Se fait au moyen d'un encodage. L'essence, c'est-à-dire au sens des sensations et non pas du sens. Les sens sont le sas par lequel le monde extérieur se manifeste à la conscience, le conscient, l'inconscient, le ça, le surmoi, etc. Les mots, c'est-à-dire le verbe, sont les vecteurs de la rationalisation du monde extérieur. La compréhension, quoi, pourquoi, comment. Donc, d'un côté, on a le sens par lequel le monde extérieur se manifeste, ça c'est les sensations, et le mot, c'est les vecteurs de rationalisation du monde extérieur. Définir est une action inscrite dans un processus circulaire, autocatalytique, puisqu'elle utilise des mots pour décrire le sens d'autres mots. Forcément, là, ça peut être un problème. Donc, il faut quand même le soulever. Le langage et ses composants, les mots, sont un système qui se perfectionne par ajustement d'erreurs. Définir procède de la même méthode, c'est-à-dire c'est une méthode par ajustement d'erreurs. Le langage et les mots qui le composent aussi sont glissants. En cela, une définition, et j'en ai terminé,
En cela, une définition est plus une tentative de fixer un point de compréhension dans l'entreprise de rationalisation du monde qu'une balise fixe. Voilà. Ce sont toutes les directions, les réflexions que m'ont inspiré cette affaire de description du sens d'un mot, c'est-à-dire définition. Voilà, j'en ai terminé. Merci Christian. Non, Jean-Charles. Christian, est-ce que tu peux continuer en énonçant et en argumentant ta définition? Que je vais mettre dans le chat, comme je viens de le faire pour Jean-Charles. Oui, alors... Le débat viendra après. Le débat sur ce que disent les uns et les autres viendra après. Je vais énoncer ma définition du mot définition, et puis ensuite, je vais la commenter. Bon, ma définition, c'est... une définition, c'est une proposition qui énonce une ou plusieurs règles d'interprétation claires, précises et sans ambiguïté d'un mot, d'un concept ou d'une formule. Alors, je répète, non? Non, c'est bon? Non, j'ai mis dans le... Alors, j'ai mis dans le chat de toute façon. Oui. À partir de là, moi, je me pose deux questions. C'est effectivement, donc, qu'est-ce que c'est qu'une définition? Bon, on essaye de rassembler dans une phrase telle que celle que j'ai proposée. Et puis, à quoi ça sert une définition? Voilà. Alors, dans la rubrique « Qu'est-ce que c'est qu'une définition ?» je me suis demandé d'abord qu'est-ce qu'on définit? Définir quoi? Parce que, sans entrer dans les commentaires de ce que vient de dire Jean-Charles, qui nous a fait un peu de linguistique et qui est d'ailleurs très intéressant de se plonger dans les écrits de Ferdinand de Saussure pour voir tout ça, signifiant, signifié. Je pense qu'il y a une différence entre chercher à définir ce que j'appelle des signes matériels et des signes immatériels. Donc, en fait, déjà, je commence à dire qu'il y a plusieurs domaines pour la définition. Il y a le domaine des signes matériels, le domaine des signes immatériels. Le domaine des signes matériels, c'est par exemple chercher à définir un phénomène naturel, une matière naturelle, alors des phénomènes naturels, des matières naturelles, des êtres vivants du règne animal ou du règne végétal, ou des objets fabriqués par l'homme. Et puis, les signes immatériels, c'est chercher à définir des concepts qui naissent du cerveau humain, donc de la spiritualité humaine. Et quel type de concept? Encore, il y a toute une série de concepts. Et je pense que notre objet, alors je pense, mais sans l'affirmer, je pense que nos objets, ce sont les concepts sociétaux, c'est-à-dire les concepts politiques. C'est-à-dire qu'on va oublier, enfin moi je vais oublier dans ma recherche une définition du mot définition, je vais oublier la définition des phénomènes naturels, des matières naturelles, des êtres vivants, du règne animal ou des objets. Hein. Je ne vais pas m'intéresser à comment peut-on définir un stylo, par exemple. Hein, bon, voilà. Je vais m'efforcer de chercher à savoir comment est-ce qu'on peut définir un concept politique. Voilà. Alors maintenant, à quoi sert une définition? Eh bien, une définition, c'est fondamental, c'est la base, de mon point de vue, c'est la base de toute communication humaine et, par votre conséquence, c'est la source de la plupart des problèmes de communication ou des erreurs de communication, ou des quiproquos, etc., etc. Pour deux raisons principales, c'est que lorsque les gens échangent des idées qu'ils expriment avec des mots ou des ensembles de mots, hein, voilà, des formules, eh bien, ils n'ont pas la même définition des mots qu'ils emploient. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que qu'ils aient ou pas la même définition, ils n'ont pas la même conception de ce que c'est qu'une définition. C'est-à-dire que, pour illustrer cette abstraction que j'énonce, lorsque on va dire à son interlocuteur, mais attends, qu'est-ce que tu entends par service public, par exemple, il va donner une définition de service public qui, pour moi, ne va pas s'appeler une définition. C'est-à-dire que ce qu'il va nous dire ne définit pas, du point de vue
de la rigueur que je mets dans l'acte de définir, il ne met pas la rigueur nécessaire et donc ça n'est pas une définition. Donc il y a deux problèmes. Alors, alors avant de donner je dirais en fait, le cahier des charges qui est sous-tendu par la proposition que j'ai faite, je vais juste évoquer ce que dit le Larousse, le Robert et le CNRTL. Bon. Le Larousse dit, une définition, c'est le fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, un ensemble de propriétés essentielles de quelque chose. Bon, donc le Larousse dit, une définition, c'est qu'on détermine les caractéristiques. Alors, pour moi, déterminer les caractéristiques, c'est une phrase qui n'est ni claire ni précise. Alors, je dis ça parce que on va voir quel est mon cahier des charges. Deuxièmement, deuxième proposition, Larousse fait plusieurs propositions, il dit une définition, c'est un énoncé ou une déclaration au terme desquels un symbole ou une combinaison de symboles nouvellement introduit, signifie ou dénote la même chose qu'un symbole dont le sens est connu. Alors, cette phrase, elle est un peu absconse, mais grosso modo, donc moi je dis qu'elle n'est pas claire, mais enfin, grosso modo, elle veut dire définir quelque chose, c'est mettre sur la table quelque chose qui n'est pas connu, nouvellement introduit, et mettre une équivalence avec un certain nombre de choses qui sont connues. Voilà. Alors, il y a aussi un autre aspect de la définition qu'on évacuera tout de suite, c'est la polysémie d'un mot par rapport à divers domaines dont il relève. Alors, par exemple, pour définition, l'exemple est parfaitement illustrant ou illustratif, parce que la définition en photographie ou en informatique, c'est le niveau de netteté, c'est la résolution, et en théologie, ça veut dire aussi quelque chose. Alors, ça veut dire, c'est un acte du magistère de l'Église qui propose aux fidèles comme étant divinement révélé une vérité de foi. Bon, voilà. Je ne savais pas, mais enfin, je l'ai appris. Donc, je pense que dans notre travail de glossaire, il faut évacuer disons, les polysémies qui ne relèvent pas du domaine qu'on s'est fixé. À moins qu'on veuille faire un glossaire encyclopédique à la façon de Diderot, mais je pense que ce n'est pas notre objectif. Si on veut faire un glossaire politique, j'avais fait une intro sur la notion de glossaire il y a quelques mois, en disant qu'il y avait un glossaire, à la différence d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie, ça étudiait les acceptions d'un mot dans le cadre d'un domaine déterminé. Le glossaire de l'optique, le glossaire de la maçonnerie, le glossaire, etc. Et là, le glossaire de la politique. Alors, le Robert, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est une opération par laquelle on détermine le contenu d'un concept en énumérant ses caractères. Bon, alors, voilà, pour moi, le type même d'une mauvaise définition, puisque vous verrez plus tard que, enfin, tout à l'heure, très bientôt, je ne vais pas être trop long, que lorsque on définit quelque chose en énumérant avec une énumération, bon, c'est le contraire du cahier des charges d'une définition. Donc le Robert fait le contraire, de mon point de vue, bien entendu. Et puis il donne une deuxième variante. Il dit formule, une définition, c'est une formule qui donne le ou l'essence d'un mot, l'essence d'un mot, d'une expression, et qui vise à être synonyme de ce qui est défini. Donc c'est la même chose que le numéro 2 du Larousse, c'est-à-dire que définir, c'est donner un synonyme. Voilà. Bon, ça, c'est pas bon non plus de mon point de vue. Hein. Alors, le CNRTL, lui, dit c'est une proposition qui met en équivalence un être à définir avec un ensemble d'attributs qui déterminent ses caractères essentiels. Non, je trouve que la phrase n'est pas très claire, mais c'est un peu une synthèse entre ce que dit le Larousse et le Robert. Donc, c'est une proposition qui met une équivalence, c'est-à-dire qu'il y a un signe égal quelque part, un être à définir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on veut définir, jusque-là on est d'accord, et il y a un ensemble d'attributs. Alors, l'ensemble d'attributs, là déjà je suis très très méfiant, parce qu'ensemble d'attributs, je sens qu'il y a une énumération derrière, il y a ceci, cela, voilà, et qui détermine ses caractères essentiels. Caractère essentiel, non, c'est pas le caractère essentiel qu'on veut, c'est le caractère tout court. Voilà. Alors j'en arrive, moi, à mon cahier des charges,
compte tenu, disons, de l'analyse critique que j'ai fait avant d'avoir donné mes propres règles qui ont pour objectif, justement, de ne pas tomber dans ce type de critique. Alors, lorsque je dis une définition, c'est une proposition qui énonce une ou plusieurs règles d'interprétation claires, précises et sans ambiguïté d'un mot, concept ou formule. Je veux dire par là qu'une définition doit respecter les conditions suivantes. C'est-à-dire une définition, de mon point de vue, doit respecter des règles très précises. Cette proposition doit être claire. Alors, elle doit respecter les conditions de clarté. Les conditions de clarté, la clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on comprend la proposition, on comprend la phrase. Elle doit respecter la condition de précision. Alors, clarté et précision, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une phrase peut être extrêmement claire sans être précise. Par exemple, voilà, cette affaire dont je vous parle, ça doit être dans les couleurs orangées. Alors, c'est extrêmement clair. On comprend que ce qu'on veut faire, c'est dans les couleurs orangées, mais c'est absolument pas précis parce que on n'a pas la couleur exacte. Inversement, on peut être extrêmement précis sans être clair. Si on si on ne maîtrise pas la syntaxe, par exemple, et qu'on dit quelque chose qui est pas compréhensible pour celui qui le lit. Troisième condition, l'exhaustivité. C'est-à-dire que ce qu'on doit mettre dans la proposition, et qui est là effectivement pour, comme dit Jean-Charles, donner le sens du mot qu'on a mis sur la table, il faut ne pas laisser dans l'ombre quelque chose qui serait contenu dans la définition. Quatrième critère que doit respecter une définition, la suffisance. Elle doit être suffisante. C'est pas besoin de dire plus, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on met dans la définition, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour comprendre ce que c'est que le mot qu'on a mis sur la table. Et dernier critère, donc cinquième critère, ne permettre qu'une seule interprétation, c'est-à-dire que la proposition ne doit permettre qu'une seule interprétation. Et pour remplir cette règle, il faut utiliser des mots dans la définition, des mots qui sont unanimement reconnus. Sinon, si ces mots ne sont pas unanimement reconnus, il y a un deuxième niveau de définition indispensable, c'est-à-dire qu'il faut définir les mots qu'on a utilisés dans la définition. Alors, je termine simplement en remettant à la sauce Socrate, puisque on a récemment eu, dans le cadre d'un autre cercle de réflexion sur le renouvellement spirituel, des petites polémiques avec quelqu'un qui remettait toujours sur le tapis Simone Weil, par exemple. Eh bien, moi, vous allez avoir la même chose avec Socrate, parce que Socrate, qui est le premier philosophe à avoir, enfin, celui qui initié la philosophie, on ne va pas parler des présocratiques, faisait en sorte de questionner toujours son interlocuteur sur le sens du mot qu'il utilisait. Alors, il lui demandait de donner une définition, l'interlocuteur, le contradicteur, donnait sa définition, et Socrate, il disait, oui, d'accord, mais attendez, tu donnes cette définition, mais regarde, si je fais ça, du coup, c'est plus... Ah, l'autre dit ça, oui, c'est vrai, oui, ma définition, il faut que je la revoie. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas débattre si on n'a pas une définition, et on ne peut pas valider une définition si cette définition, si on démontre que cette définition a des carences, c'est-à-dire qu'en prenant la définition, eh bien, on va obtenir quelque chose de différent de ce qu'on voulait y mettre dedans. D'où la nécessité, je le rappelle encore une fois, d'élaborer. Alors, ça, je pourrais peut-être le couper.
hein, mais je reviens à la charge avec notre affaire de glossaire. À mon avis, ce que nous faisons là, c'est extrêmement intéressant. On balance des idées à propos de chaque mot, mais je pense qu'il y a nécessité d'établir un glossaire du domaine politique, d'une part parce que ça n'existe pas, et d'autre part parce qu'il faut, à mon sens, que ce glossaire soit engagé, c'est-à-dire qu'il donne, qu'il livre donc un dictionnaire des principaux termes politiques et qu'il n'y ait pas plusieurs interprétations possibles, qu'il n'y ait qu'une seule interprétation possible. Alors, j'avais souhaité, bon, c'est un peu hors sujet ça, hein, bon, j'avais souhaité que on débatte de ça. Il semblerait que vous n'êtes pas d'accord pour le faire à la raison, me semble-t-il, que vous partez du principe qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur les définitions. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on essaye au moins cette méthodologie, c'est-à-dire on prend un mot, on prend service public par exemple, et puis on voit si on peut se mettre d'accord. Si on ne peut pas se mettre d'accord, effectivement, il faut faire un autre groupe, c'est ce que je ferais, voire faire un glossaire tout seul, qu'on propose à l'opinion publique, où on va donner une seule définition pour chaque terme politique. Voilà, bon, ça c'était la parenthèse, à mon avis, hors sujet, hein, mais que je tenais à remettre sur le tapis. Voilà. Tu as fini, Christian? Ouais. Alors, je vais donc m'y coller. Mais je note quelque chose, je suis désolé. Mais passé en tête. Ok. Alors, ma définition, elle est un petit peu plus longue peut-être que la vôtre. Donc, celle de Jean-Charles, c'est clair. Mais même que celle de Christian. Puisque c'est une définition qui pose la définition du terme, mais également deux de ses propriétés essentielles, me semble-t-il. Dans un contexte global donné, virgule, spécification exhaustive de la sémantique, signifiée, d'un mot, signifiant, virgule, éventuellement décliné en fonction d'un contexte d'usage. Donc je répète, dans un contexte global donné, spécification exhaustive de la sémantique d'un mot, éventuellement décliné en fonction d'un contexte d'usage. Donc déjà, je vais commenter cette partie. Donc déjà, on a deux contextes. On a un contexte global, c'est-à-dire, effectivement, comme ça a été dit précédemment, on ne définit pas dans l'absolu, hein, jamais on définit, dans un domaine particulier, le domaine de la politique, le domaine de la serrurerie, etc. etc. Donc, des définitions dans tel domaine ou dans tel autre domaine, déjà l'ensemble des mots ne sera pas les mêmes, et le sens, la façon, même dans un champ donné, peut-être champ d'électricité par exemple, suivant que le dictionnaire s'adresse aux ingénieurs ou à l'électricien du coin, le dictionnaire ne sera pas le même. Donc, contexte global donné. Donc ça, c'est un premier contexte. Et puis, on a un deuxième contexte qui est là plus particulier, c'est-à-dire on va avoir une déclinaison, suivant le contexte local, d'un même mot. Hein. Sur, par exemple, le mot définition, le CNRTL donne deux définitions, suivant deux contextes donnés. On va y voir. Christian, on a donné une définition qui est dans le domaine de la... Il a repris celle qui est dans le domaine de la logique. Mais il donne aussi une deuxième définition dont je parlerai tout à l'heure. Donc voilà, on a deux contextualisations, une spécification exhaustive de la sémantique, donc du sens d'un mot. Voilà. Un mot pouvant désigner effectivement quelque chose qui est pertinent dans le contexte, c'est-à-dire ça peut être un objet, hein, ça peut être un concept. Hein,
il y a le garde des Sceaux, par exemple, c'est un objet politique. Les sceaux de la République, ce sont des objets politiques. C'est un objet pas, qui va renvoyer à des concepts. Mais voilà. Donc voilà pour le cœur de la définition. 2 propriétés essentielles, me semble-t-il. Pour être consistante, une définition ne doit comporter que des mots du langage courant dans leur acception usuelle, ou des mots définis dans le contexte global considéré. C'est un peu ce qu'a dit Christian précédemment. Limite d'une définition. Et là, je pense que c'est aussi très important. Le langage étant un modèle de la réalité, un mode de représentation du réel. En tant que tel, il en est fatalement une simplification. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de savoir prendre justement la distance que le langage ne permet pas et ne peut pas permettre de décrire totalement la réalité. Quelle que soit la réalité, ça peut être des réalités d'objets, mais ça peut aussi être encore plus vrai pour des abstractions, puisque ces réalités qui sont dans notre cerveau, dans notre imagination, sont définissables. On va essayer d'y travailler, mais on n'arrivera peut-être jamais à en saisir toute la substance. Et c'est, je pense, un des arguments que j'opposerai peut-être tout à l'heure à Christian dans la définition qu'il a donnée du mot définition. Pour finir, je voudrais citer le CNRTL dans la variante d'explication, donc je vais la remettre à l'affichage. C'est la première définition que donne le CNRTL, où il dit, pour le mot définition, l'idée dominante est celle d'une limite ou d'un ensemble de traits qui circonscrivent un objet. Voilà. C'est la définition A, la définition B ayant été détaillée par Christian tout à l'heure. Voilà. Donc moi j'en ai fini pour cela, pour ma définition de ce mot. Jean-Charles, est-ce que tu veux rebondir sur ce que nous avons dit les uns et les autres? Oh bah écoutez, chacun a pris des directions qui parfois se croisent l'une et l'autre. Par exemple, la fin, là, juste pour rebondir sur la fin, sur fatalement une simplification, la fin de ton intervention, Luc. Moi, j'imprime à la fin de mon intervention le fait qu'une définition est plus une tentative de fixer un point de compréhension dans les entreprises de rationalisation du monde qu'une balise fixe. Donc, c'est une façon d'exprimer la modestie qu'il faut avoir par rapport à notre capacité, à la capacité d'encodage, puisque je parle du fait que le langage est une espèce de grand encodage de la réalité pour qu'elle puisse être pour que ça devienne un vecteur, quelque chose qui transporte le monde à travers le sens. Bon, c'est donc se sortir, en fait, avoir la modestie de dire que toute cette opération de définition, de même de mots et de langage, est une tentative d'encapsulage du monde dans un encodage qui peut être manié plus facilement pour réussir à exprimer des concepts ou même produire des objets. Voilà, donc l'expression et l'ambition de rigueur qui exprime plutôt, et c'est plutôt la direction, et peut-être que je me trompe, de Christian, moi je suis d'accord pour faire ce genre d'effort, d'exhaustivité, etc. Et plus on l'exerce, cet effort, et mieux c'est, et c'est une bonne chose. Mais il faut quand même au final se rallier au fait que nous sommes en train de manier une espèce de transducteur de la réalité vers quelque chose que les hommes essayent de s'accaparer, c'est-à-dire le langage qui lui-même, le langage est quelque chose d'approximatif. Voilà, donc on peut rentrer dans la complexité des mots et la complexité, l'exigence
qu'on doit avoir autour de l'acte de définition, sur le matériel, les briques qu'on construit et qui sont les mots, et qui forment des espèces de structures, une structure qui est le langage. Mais enfin voilà, c'est une espèce de recul qu'il faut avoir par rapport à ces choses-là et se dire que nous ne sommes pas en train de manier une matière qui est absolument fixe ou qui pourrait être à l'état solide quelque part. Elle reste malgré tout liquide et parfois gazeuse. Voilà, pour revenir avec notre dernière session sur l'entropie, négantropie et forcément la thermodynamique, on peut y trouver des relations. Voilà. Christian. Alors, Luc, tu dis, parce qu'il bon, y a deux, me semble-t-il, il y a deux niveaux dans notre débat, enfin dans notre échange sur la définition. C'est le niveau linguistique. Une définition, ça sert signifiant, signifier, etc. Bon, c'est très intéressant, à mon avis. C'est pas ce qui va nous permettre de travailler. Ce qui va nous permettre de travailler, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit une définition. Voilà. Et comment est-ce que la phrase qu'on va donner pour définir notre concept, comment est-ce qu'on va pouvoir dire si c'est une définition bonne ou pas bonne ou pas une définition. Bon. Et là, tu dis deux choses intéressantes, Luc, c'est la deuxième partie de ton paragraphe, c'est la partie lorsque tu dis il faut, tu as deux conditions, tu dis il faut qu'il n'y ait que des mots usuels. Oui. Voilà, bon, ça, oui. Voilà, on avance, ça devient pragmatique, pour qu'une définition soit une vraie définition, pour que nous on la valide hein, en tant que responsable de notre atelier de glossarite, eh bien, il faut qu'il n'y ait que des mots usuels. Bon, si c'est pas possible, c'est-à-dire que si on est obligé de mettre parce qu'il faut étudier ce cas, si on est obligé de mettre dans nos définitions des mots qui ne sont pas usuels, alors moi, j'appelle ça des mots universellement reconnus, hein, ou unanimement reconnus, des mots usuels. Bon. Eh bien, il peut s'avérer, alors on ne va pas faire une multitude d'exemples, d'illustrations, mais on pourrait en faire, eh bien, il faut dire, voilà, j'emploie ce mot, mais on a un deuxième niveau de définition, on donne aussi une définition de ce mot, avec cette fois des mots usuels. Bon, le premier point. Deuxième point, les limites. Alors, c'est là, sans doute, où je suis le plus en désaccord. Je suis uniquement en désaccord. La limite, c'est que, vous dites, attention, une définition, c'est forcément une simplification. Et puis, Jean-Charles va encore plus loin, il dit, mais il faut pas qu'on fasse un péché d'orgueil, un petit peu de modestie, s'il vous plaît, nous sommes des êtres humains, vis-à-vis du cosmos, on n'a rien du tout, on est des grains de poussière, transducteur de la réalité, la complexité des mots, c'est ça, la matière fixe. Attendez, les enfants. Bon. Je vous ai dit que moi, je ne m'intéressais pas alors là, pour ce qui nous occupe, je ne m'intéressais pas à la définition des phénomènes physiques, cosmiques, pas à la définition des êtres vivants ou des êtres végétaux, pas à la définition des matières inertes, hein, c'est-à-dire le charbon, le truc, hein, pas à la définition des objets fabriqués par l'homme. Je m'intéresse à la définition des concepts créés par l'esprit humain. Voilà. Bon. Et donc, les concepts qui sont créés par l'esprit humain, je pense que justement, il y a un problème pour les définir. On a un problème pour définir ce que c'est qu'un cheval. Bon, mais enfin, c'est un problème qu'on va pouvoir traiter. On va pouvoir traiter, on va pas s'en sortir. Maintenant, définir ce que c'est que la démocratie, définir ce que c'est que le service public, définir ce que c'est que la justice. Bon, là, on a un gros problème. Alors, soit on dit, on ne peut pas le définir. Bon, et alors là, bon, c'est un autre débat. Ou il ne faut pas le définir. C'est un autre débat. Si on dit, il faut le définir, et moi, c'est ma posture, il faut le définir, il faut écrire un bouquin, sur la justice, c'est ça. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est pour ça que moi, je mets un cahier des charges, qu'il faut respecter 5 conditions, je dirais mécaniques, pour que cette définition fonctionne.
Donc, il ne s'agit pas du tout d'une question de modestie. Il s'agit de... la modestie n'a rien à faire là-dedans. Hein, voilà. On constate que lorsque des individus débattent entre eux, ils ne se comprennent pas. C'est un dialogue de sourds, parce que lorsqu'ils disent démocratie, l'autre voit autre chose. Lorsqu'il dit service public, l'autre voit autre chose. Lorsqu'il dit paix, l'autre voit autre chose. Lorsqu'il dit justice, etc., etc., etc. Et que donc, je dis, on a un besoin technique comme un médecin a besoin d'appliquer de thérapie à un malade. En fait, les gens qui discutent entre eux sont des malades qui sont, bon, il faut les soigner. Il faut les soigner en leur administrant la thérapie du glossaire. Voilà. Bon. Et donc, voilà, une définition, ça doit énoncer un principe. En fait, j'en reviens à mon grand cheval de bataille qui est le principe. C'est un principe. C'est-à-dire que lorsqu'on va chercher à définir la démocratie, hein, il ne faut pas dire « Oh là là, soyons modestes, on n'arrivera pas à la définir. » Non. Si on n'arrive pas à définir, si on part du principe qu'on ne peut pas définir les concepts globaux, systémiques, qu'a inventé le cerveau humain, c'est pas la peine de discuter. Il faut faire autre chose, il faut jouer aux boules, il faut jouer au bridge, mais il faut pas discuter. Donc, tout le boulot, c'est effectivement de dire, voilà, afin que nous puissions débattre de façon constructive, nous allons, alors non pas nous mettre d'accord sur le sens d'un mot, parce que là, ça c'est un concept, une idée que j'ai introduite, chacun peut avoir sa définition de la démocratie, chacun peut avoir sa définition du service public, chacun peut avoir sa définition de la justice. Encore faut-il qu'il l'énonce et que ça soit compréhensible, que ce ne soit pas du charabia, quelque chose d'incompréhensible, ou quelque chose qui est incohérent. Et ça, Socrate va lui dire, attendez, bon, j'écoute bien, qu'est-ce que tu me dis, répète, voilà. Et alors, bon, il montre ses incohérences et elle va dire, oui, c'est vrai, faut que je revoie ma définition. Donc, déjà, un boulot préliminaire. Ensuite, une fois qu'il a fait sa définition, elle peut être différente de la mienne, mais lorsqu'on va débattre, elle dit, oh, oui, démocratie, oui, mais toi, tu dis ça, du coup, on améliore grandement la compréhension entre les gens. C'est la raison pour laquelle j'ai fait l'effort. Alors, je ne dis pas que mon cahier des charges, il est exact, mais je pense que il est exact d'être obligé de faire un cahier des charges. Et que on doit avoir un principe qui dit que la définition que vous me donnez, c'est un petit peu comme le travail du recours aux constitutions ou le travail qu'on fait d'analyse objective de la Constitution. Le problème, c'est pas de savoir si un article de la Constitution ou si un article du Code pénal, il est bon, il est bien ou il n'est pas bien, ou ça choque notre éthique. La question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est compatible. Donc, c'est objectif. Est-ce que, objectivement, la définition que tu me donnes du service public, hein, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est quelque chose qui tient la route en tant que définition. Voilà. Donc, ma recherche, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut définir l'architecture, la méthodologie pour aboutir à la définition d'un concept politique. Merci beaucoup, Christian. Bon, alors, par rapport à tout ce que tu as dit, et par rapport à la citation que tu fais de Socrate, ou de son interprétation, tout du moins, on ne peut pas débattre si on n'a pas la même définition des mots. Bien, je crois que nous débattons, nous prouvons, je dirais, par nos débats et par les débats qu'il peut y avoir également par ailleurs, hein. Je ne parle pas des combats, hein, mais je parle bien des débats. Il est tout à fait possible de débattre sans être totalement d'accord sur les définitions. Puisque de toute façon... Non, excuse-moi de t'interrompre, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut avoir chacun sa définition, pourvu que ça soit clair. On peut débattre avec des définitions différentes, oui. C'est intéressant d'ailleurs. Bah, c'est ce que nous faisons, donc on peut débattre. Donc c'est déjà, merci de
de cette Absolument. interruption, puisque du coup, ça apporte de l'eau, ça Mais apporte absolument. de l'eau à mon moulin. Absolument. Et si on devait, je dirais, parce que de toute façon, se mettre d'accord sur des définitions, je pense que c'est impossible pour multiples raisons. Même si on y arrivait, admettons, dans le cadre de notre cercle, pour une raison ou pour une autre, dès qu'on sortirait de ce cercle, déjà les gens qui nous écouteraient ou qui souhaiteraient redébattre avec nous n'auraient pas forcément les mêmes définitions. Donc on tomberait très vite dans une impossibilité. C'est simplement la possibilité de la diversité humaine, hein, tout simplement. Je pense qu'il faut en faire, en faire sa raison. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que quand on pose une définition, c'est-à-dire qu'on crée une fermeture. C'est-à-dire que qu'on a dit, bah voilà, la définition de ça, c'est ça, et c'est rien d'autre. Donc on crée une fermeture. Hein. On est dans un objet fermé, et donc qui n'évolue plus, qui est figé quelque part une constante. Il faut évoluer. Ah, bah du coup, bah c'est un peu ennuyeux. Là, à ce moment-là, il faudrait inventer un autre mot plutôt. Ça serait, si on veut être logique, il faudrait inventer un autre mot. Et c'est d'ailleurs peut-être, et c'est assez intéressant d'ailleurs ce que disait Jean-Charles à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une description de la réalité, on pourrait constater, moi je le constate hein, dans ce débat, c'est que le fait qu'il y ait de moins en moins de mots utilisés dans la langue courante est une forme de barbarie aussi. Hein. Ce n'est pas simplement la disparition des langues, mais le fait que le vocabulaire de la population diminue, c'est aussi en soi une appréhension du RL qui est forcément de moins en moins bonne, hein, puisque les mots sont de moins en moins précis. Et cette fermeture, moi je pense qu'elle n'est possible, pour répondre à ton objection, que sur un objet relativement délimité et qui a une certaine cohérence. Et je dirais que même qu'elle n'est souhaitable que dans ce contexte. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet effort, nous, pour notre Constitution, de dire dans le cadre de cette Constitution, point barre, nos définitions, c'est ça, point. C'est-à-dire sur quelque chose qui est un objet qui est relativement restreint, compact et qui considère la cohérence. Nous, au CRC, nous travaillons sur... on doit être au contraire ouvert, très ouvert à toutes les interprétations, justement, quand Rousseau parle de démocratie, Hobbes parle de démocratie, ou Platon parle de démocratie, ou nous parlons de démocratie, eh bien il faut accepter le fait que chacun d'entre nous en ait une définition parfois très différente. C'est même une posture que l'on doit avoir. Bon, je ne reviens pas sur Jean-Charles, où je suis tout à fait d'accord, hein, sur la modestie, justement, qui découle de cela, hein, et de la représentation du réel que constitue le langage, d'une manière générale. Je pourrais citer, justement, dans l'émission de la semaine dernière du CRC, sur le bien, où j'ai cité, c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, sur le bien, où j'ai cité Simone Veil, justement, qui, justement, exprimait que le langage était un enfermement, hein, par rapport à notre esprit, justement, et plus qu'à notre esprit, même, à tout notre être. Je reviens souvent Simone Veil, là pour le coup dans un autre contexte. Et puis, je dirais, j'ai presque envie de te prendre en défaut, Jean-Christian. Christian. C'est nous qui te mettons en défaut cognitif. Là. Oui, un peu. Il y a le bug qui est... Voilà. Et où tu dis, bah, souvent, qu'est-ce qu'ils font dans les dictionnaires et tout ça? Ils définissent les mots, non pas par les mots, mais par les attributs qu'ils devraient avoir. Il me semble bien, je ne peux pas trahir ta pensée quand tu as dit ça. Eh bien, pourtant, c'est ce que tu as fait. Puisque quand tu as défini le mot définition, tu as dit, il faut qu'il ait 5 propriétés. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit précis. Il faut que ça soit sans ambiguïté. Il faut que ça soit exhaustif. Il faut que ça soit suffisant. Je dirais que tu as succombé au travers que tu dénonces. Je le crains. Bon, après, la clarté, la précision, voilà, ça mériterait aussi d'être spécifié, parce que la clarté pour l'un ne va pas l'être pour l'autre, ça dépend de l'interprétation. Enfin, même ces mots qui semblent pourtant tout à fait usuels et simples, portent en eux-mêmes une complexité et éventuellement une polysémie interne. Donc, je pense que l'exercice... Alors, tu posais 3 possibilités, 3 postures. C'est très difficile. Donc, moi, je propose une solution de dire, quand on fait cet exercice,
restreignons-le à un petit objet, puisqu'on fait une fermeture, restreignons-le à un objet consistant, et à partir de là, bon, bah, on dira que dans ces contextes-là, global-là, bah, on a ces définitions. Bon, là, je dirais, ça peut tenir la route. Dès qu'on sort, bah, je dirais, on ne peut pas, voire il ne faut pas. Hein. Donc, sur les trois postures, on ne peut pas, il ne faut pas, on peut et on doit. Hein, si je dirais, dans l'autre cas du CRC, à la fois on ne peut pas, et en même temps, surtout, je dirais, il ne faut pas. Mais la seule chose qu'on puisse faire, et c'est ce que nous faisons là, je pense, c'est que chacun d'entre nous donne sa définition, comme ça permet une meilleure compréhension de ce que dit l'autre quand il utilise tel mot. Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui, donc messieurs, si vous voulez refaire un petit tour. Oui. Bah écoute, moi je pense que l'effort et l'ambition de Christian est tout à fait, tout à fait valable, que de vouloir être le plus précis possible, que chaque mot soit dans sa définition suffisant. Enfin, les cinq critères qui viennent d'être cités par Christian, et disons que l'effort ne doit, s'il est possible, ne doit pas être négligé. On va dire, ok, qu'on le fasse. Mais il faut quand même avoir le background de se dire que cet effort est peut-être, comme je le dis, approximatif, et qu'il faut quand même garder à l'esprit un certain recul par rapport à cette ambition. Mais encore une fois, elle est très honorable, cette ambition. Je voulais aussi citer, j'arrive pas à retrouver l'espèce de petite déclinaison sur les paradoxes de la communication. Je sais pas si vous l'avez en tête, cette espèce de façon de dire, il y a ce que je veux dire, ah oui, mon idée, ce que je dis, ce que les gens en comprennent, enfin voilà, il y a toute une déclinaison comme quoi, au bout du compte, il y a au moins 5, 6, 7 étapes qui ruinent la pureté, on va dire, de la communication entre ce que quelqu'un a à dire et vers la personne qui le reçoit et qui comprend tout à fait peut-être même autre chose. Et tout ça, voilà, c'est important aussi à noter. J'ai pas retrouvé cette petite c'est une petite déclinaison assez sympathique à lire et qui se retrouve en 5, 6, 7 lignes de ces espèces de filtres qui sont apposés dans un processus de communication. Donc, quand bien même la définition serait très rigoureuse, il y a aussi tout le paradoxe de la compréhension de ce que veut dire la personne et de ce à quoi elle veut que ça serve, enfin, etc. Voilà. Donc, il y a une espèce de grand filtre. Je parlais donc du langage, de cet encodage qui est le langage. D'ailleurs, il faut être conscient des filtres qui nous sont imposés, mais il faut essayer de les réduire au mieux pour améliorer la compréhension, parce qu'au bout du compte, quand on parle de définition, l'important, au bout du compte, c'est la compréhension en fait, c'est le process de sortie de l'expression, c'est la compréhension d'autrui, de la personne à laquelle on s'adresse. Et voilà, donc je suis là, je prends à la fois la direction que j'ai prise, mais j'honore aussi la volonté de Christian de vouloir se battre comme un guerrier contre l'imprécision des choses, et voilà. Ah, tu l'as retrouvé, Luc? Oui, voilà. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je vais le lire. Chaque processus de communication comprend les éléments suivants. L'expéditeur a une idée qu'il souhaite communiquer. L'expéditeur la convertit en un message. L'expéditeur transmet le message. Le destinataire décrypte le message. Le destinataire ajoute une signification au message. Et le destinataire fait part de ses retours à l'expéditeur. Voilà, bon, voilà, c'est le paradoxe dont je parle. Voilà. Christian Leroux, au parloir, s'il vous plaît. Oui, oui, non, tout à fait d'accord avec ce schéma du téléphone arabe, là. Mais on s'éloigne du sujet.
La difficulté, on s'éloigne du sujet, la difficulté de la communication, elle est multiple, hein, elle a différentes facettes. Il y a la syntaxe aussi, hein. Là, dans cet enchaînement, ce qui est évoqué, c'est la traduction d'une étape et puis ensuite une autre étape. Il y a aussi, lorsque l'individu s'exprime, au niveau primaire, premier échelon, il emploie des mots et une syntaxe. Bon. Et donc, il a des difficultés à mettre en concordance sa syntaxe avec l'ordonnancement intérieur de son cerveau. Bon, ok. Moi, bon, je parle des mots. Alors, est-ce que le plus important, c'est les mots, la syntaxe, c'est encore un autre débat. Aujourd'hui, nous parlons des mots. Et les mots doivent être bien définis dans sa tête et cette définition doit être énoncée à l'interlocuteur. Voilà, deux règles qui me paraissent indispensables. Pour que la définition soit, disons, bien dans la tête de celui qui emploie le mot, encore faut-il qu'il ait fait l'effort de le définir. Et pas d'employer ce mot comme il l'entend à droite à gauche, comme il l'a lu, et qu'il emploie ce mot comme un espèce de passe-partout, là, de clé qui ouvre un petit peu tout. Prenons sans arrêt, ayons toujours à l'esprit ces mots de démocratie, de service public, de liberté, de justice, bon, et on comprendra tout de suite ce que je veux dire. Ensuite, le deuxième niveau, c'est que l'interlocuteur soit au courant, hein, de façon très claire, qu'on lui dise, voilà, quand je dis liberté, moi je veux dire ça. Et donc je renchéris sur ce que, petite chance que nous avons eu, Luc, oui, on peut parler de la liberté en ayant chacun une définition différente de la liberté. C'est d'ailleurs sans doute un débat plus intéressant qu'entre deux personnes qui ont exactement la même définition de la liberté. Voilà. Le problème n'est pas là. Le problème, il est que il faut que cette définition soit énoncée par chacun, afin que chaque interlocuteur sache de quoi parle l'autre quand il emploie le mot liberté, de quoi parle l'autre quand il emploie le mot service public, et quand il parle de démocratie. Ça, c'est faisable. Voilà. Ça, c'est bon. C'est un premier travail, un premier chantier, je dirais énorme, voilà, à assumer, et donc voir quelle méthodologie, quelle technique, quelle méthode scientifique il faut utiliser pour faire ça. Et puis le deuxième niveau, c'est de savoir, que c'est bien joli de dire, voilà, ma définition de la justice, c'est ça. Bon, si cette définition ne tient pas la route, non pas au niveau, disons, de son sens profond, mais au niveau de la phrase qui est faite. Une phrase qui n'est pas claire, qui n'est pas précise, qui n'est pas exhaustive, hein, et qui surtout prête à de multiples interprétations. Voilà. Bon, une définition ne doit pas prêter à de multiples interprétations si on veut, attention, si on veut que la discussion ait un sens. Alors, évidemment, on peut dire oui, mais bon, soyons modestes, nous sommes que des hommes, bon, je définis service public, bon, ça peut vouloir dire des tas de choses, et puis ça n'a pas la peine de se creuser la tête pour définir un truc extrêmement précis. Je dis pourquoi pas, mais à ce moment-là, la discussion n'a plus aucun, enfin, plutôt un sens. Il peut avoir un sens si on a un bon saucisson en face, un litre de rouge, ça peut avoir un sens. Non. Mais si on veut que ça débouche sur quelque chose, ça ne débouche sur rien. Voilà, parce que la définition n'est pas claire. Bon, voilà, ta définition du service public, on peut y mettre 50 000 choses dedans. Donc voilà, la discussion n'est pas possible. C'est ce que je voudrais, disons, le travail que je voudrais faire, afin que les échanges soient productifs. Et donc, d'ailleurs, après, il faut passer aux travaux pratiques. C'est-à-dire que là, on fait de la théorie, de l'abstraction, mais si on parle de mot définition, c'était justement ce qu'on ne fait pas, à mon sens, et contre lequel je peste depuis pas mal de temps. Lorsque nous parlons de la définition du mot service public, bon, chacun va donner son truc. Bon, pourquoi pas, nous avons la liberté.
Non, mais on va pas débattre sur, on va pas critiquer, je veux dire. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand tu me donnes ta définition du service public, je puisse la décortiquer, la critiquer et te dire non pas sur le fond, tu peux avoir l'opinion que tu veux, mais surtout de ce que tu me définis, bon, c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair, donc je te demande d'être clair là-dessus, je te demande d'être exhaustif parce que il y a ça et ça et ça et ça qui y est pas, ou alors faut que tu m'expliques que ça y est vraiment, etc. Voilà, voilà, c'est ce travail-là qui n'est pas fait. Très bien, bon, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Juste pour ce que tu dis, bah, tu as posé 2 niveaux, Christian, hein. Chacun définit les mots avec le sens qu'il entend. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous faisons le travail de niveau 1, modestement. Tu aspires à ce que nous fassions ce travail de niveau 2. Peut-être un jour le ferons-nous. Voilà. Donc, je propose que nous en restions là pour je voudrais juste prononcer juste un petit mot. Oui. C'est le mot poésie. C'est-à-dire justement l'endroit où un mot, une définition d'un mot est complètement remise en cause, retournée et vouée au domaine des rêves, de l'imaginaire, etc. Et donc la démarche que propose Christian, mais nous-mêmes dans la prétention de vouloir aussi imposer une définition à un mot, c'est d'en exclure d'une certaine façon la poésie, mais pour autant, il faut quand même la garder en tête. Voilà. Merci, merci Jean-Charles de cette conclusion qui nous ouvre à une constitution poétique. Alors, la prochaine fois... Attends, j'arrête ou tu veux enregistrer? oui. Merci, au revoir. Alors,